Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire chez Scale2Sell. Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession, d'acquisition ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette nouvelle interview Scale to Sell, je reçois Paul Castet, qui est vice-président chez ICAP. Salut Paul. Salut, enchanté. Alors Paul, on se connaît maintenant tous les deux depuis plusieurs années, vu que tu m'as accompagné dans la session de Stardust. Je vais te présenter avant de te poser la première question. Donc tu es diplômé de Kedge Business School, donc à Marseille, et tu es marseillais d'origine. Tu as toujours travaillé dans l'environnement tech digital dans le domaine de la banque d'affaires, et ta plus longue expérience est chez ICAP Partner, où tu as eu différents rôles pour aujourd'hui être vice-président. Je pense que tu vas nous présenter les différents Ouais. rôles. Voilà, bah écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. On est là donc du coup pour parler du rôle qu'une banque d'affaires a dans un processus d'adossement, de cession, de LBO ou autre. Je pense que tu vas d'ailleurs nous détailler un petit peu toutes ces opérations et puis quel rôle vous avez en tant que banque d'affaires. C'est un épisode un peu différent des autres épisodes où on reçoit des entrepreneurs et je pense que ce sera tout autant intéressant. Yes, alors, mais ravi d'être là. Effectivement, ouais, pour me présenter un petit peu, donc Paul Castet, ouais, je suis vice-président chez Cap Partner. Cap Partner, moi j'ai rejoint la société il y a un peu plus de 6 ans maintenant. En 2 mots, notre rôle, nous, c'est d'accompagner les entrepreneurs de la tech et du digital sur 3 types d'opérations. Donc le premier, qui est le métier historique d'ICAP, c'est les opérations M&A. Donc on va accompagner les entrepreneurs soit en buy side, soit en sell side. Ça représente encore aujourd'hui à peu près, ouais, je dirais la moitié de notre activité. Ensuite, ça va être du conseil sur du LBO, donc des opérations plus financières et patrimoniales. Et troisièmement, du conseil en levée de fonds. Alors là, on s'intéresse à la partie grosse ou capital développement du marché de la levée de fonds en général. Et donc, plus concrètement, notre mission, ça consiste à mettre tout en œuvre pour aider nos clients à réussir leurs opérations dans de bonnes conditions. Et dans les faits, c'est une mission qui est assez large, parce que ça sollicite des connaissances dans plusieurs domaines, que ça soit du marketing, du commercial, de la finance et du juridique. Voilà, on essaie d'apporter un accompagnement complet à nos clients pour les aider au mieux de A à Z dans leurs opérations. Comment se passe un peu le process? Bon, je l'ai vécu, mais je pense que ça serait bien de revenir sur le process, justement, que ça soit un process de levée de fonds, un process d'adossement. On parle souvent aussi de process dual track. Est-ce que tu Mhm. peux détailler pour nos auditeurs tous ces différents types de process? Ouais, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, de plus en plus de dual track, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Le process, que ça soit de la levée de fonds, du LBO ou du M&A classique, il se passe en général dans 3 étapes. La première étape, c'est une phase de préparation. Donc, c'est la phase dans laquelle on va énormément échanger avec nos clients pour les aider à se préparer au mieux. Donc, on les accompagne dans la production de tous les supports marketing qui vont leur permettre d'aller sur le marché avec une documentation clean et carrée. Ensuite, on rentre dans la deuxième phase qui est la phase de roadshow. Ça, c'est une phase pendant laquelle on va prendre contact avec les contreparties, qu'elles soient industrielles ou financières, et on va donc présenter la société, organiser des rencontres avec le management, répondre aux questions et séduire de manière générale les contreparties qu'on a en face de nous. À la suite de quoi, on reçoit donc les offres non engageantes, les fameuses LOI, qu'on va négocier, qu'on va sélectionner pour entrer dans la phase 3 avec un ou plusieurs. Et dans cette phase 3, le fameux audit, qui est la bête noire de tous les entrepreneurs, parce que c'est hyper chronophage et pas forcément très fun. Donc on organise ces audits-là, on aide nos clients à faire ça de la façon la plus fluide possible et en leur dégageant le plus de bandes passantes possible.
Et ensuite, il y a la dernière phase qui est donc la phase de négociation de la doc juridique. Pas la plus fun non plus pour les entrepreneurs, mais c'est là où le diable se cache dans les détails et là où on commence à travailler main dans la main avec des cabinets d'avocats pour, euh, pour défendre les intérêts de nos clients. Donc voilà, c'est globalement sur tous les types d'opérations, trois grandes phases. Et le rôle du conseil dans ces phases-là est un petit peu différent, mais tout aussi important pour faire en sorte de closer des deals dans de bonnes conditions. Quand tu es dans un process sell-side, c'est quoi un peu la différence que tu peux avoir et dans l'approche? Ouais, alors c'est un discours qui est assez différent. Par exemple, quand on est en sell side, qui représente globalement 80% de nos opérations, on est dans une démarche qui est vendeuse, c'est-à-dire qu'on va chercher à séduire des contreparties pour trouver le meilleur deal pour nos clients. Là où en buy side, on accompagne des clients dans leur recherche de croissance externe, notamment pour se digitaliser, pour acquérir de nouvelles compétences, etc. Mais donc, c'est quelque chose qui est vraiment très différent. Il y a toujours un aspect séduction, puisque même quand on est à l'achat, en fait, bah, il faut, si on veut les meilleures cibles, il faut les séduire, il faut leur donner envie de rejoindre un groupe. Donc, il y a, disons, cet aspect commercial qui est commun. Mais moi, à titre perso, je préfère quand même la partie sell side où disons, je pense, un impact qui est plus fort pour nos clients, puisqu'on vient aller leur faire changer de vie, quoi. Mmh. Et quand vous êtes buy side, vous avez un rôle de conseil stratégique en préparation du processus ou vous êtes plus ou en général les donneurs d'ordre viennent avec un cahier des charges qui est déjà prédéfini? Alors, il y a toujours un cahier des charges qui est prédéfini, je pense que c'est la base. En revanche, ce cahier des charges, on le fait souvent évoluer et on essaie de travailler au mieux avec nos clients pour le préciser. Ce qu'il y a de plus difficile dans un mandat buy-side, c'est d'arriver justement à canaliser les envies de nos clients pour faire en sorte de creuser une ou deux pistes maximum à la fois. Quand je parle de pistes, c'est pas des cibles en particulier, mais c'est des secteurs ou des expertises ou des métiers et pas s'éparpiller avec trop de recherches. Sinon, en général, on n'arrive pas à faire des deals. Donc, il y a un gros travail de préparation dans la définition et la précision du cahier des charges qui va permettre de bien cadrer la mission et d'être efficace. D'accord. Ça ferait justement partie un peu de tes red flags, un cahier des charges pas bien défini? Ouais, totalement. Totalement. Si avec notre client, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un cahier des charges précis, en général, c'est un no-go pour nous. Ouais. Mmh. Et ça, justement, c'est pareil en sell side et en buy side ou tu vois d'autres red flags que vous pouvez avoir qui vous font ne pas aller avec un client? Alors ouais, non, les red flags en buy side et en sell side, ils sont quand même très différents. En buy side, je dirais que c'est ce que je viens de dire. Il y a un autre qui est très important, c'est quand on n'a pas accès à la personne qui décide à la fin et qui fait le chèque. En général, c'est un vrai red flag pour nous. Euh, voilà. Et Mmh. côté sell Ce qui est side, à peu ouais, ils près sont normal, assez, ouais. ouais, ce qui est à peu près normal, mais qui est vraiment pas toujours le cas. Et si je dois donner un contre-exemple, c'est qu'on a travaillé notamment pour le groupe La Poste il y a quelques années. On les a accompagnés dans leur démarche de croissance externe sur la partie IA, intelligence artificielle. Ils avaient un cahier des charges qui était assez large au départ, qu'on a réussi à rétrécir au fur et à mesure. Et il se trouve que on parlait pas directement avec le PDG du groupe La Poste, on parlait avec des opérationnels et des équipes M&A. Malgré tout, on a réussi à faire une opération, mais ça a été un petit peu plus difficile que quand on travaille directement pour le dirigeant ou pour le fonds d'investissement qui va financer l'opération. Côté sell side, c'est assez différent. Nous, les principaux red flags qu'on voit quand on est dans cette phase de prospection commerciale, c'est des attentes de valorisation qui sont irréalistes. Euh, c'est assez difficile pour un entrepreneur de connaître la valeur de sa société. On a tendance à entendre beaucoup de choses quand on lit les médias, beaucoup de bullshit, beaucoup d'informations qui sont à peu près vraies, mais qui le sont en fait pas du tout. Ce qui fait que les dirigeants peuvent parfois avoir la mauvaise idée de la valorisation de leur société. Et donc, un de nos prérequis, c'est de s'aligner sur la valo. Si on arrive au final à faire une opération qui sera très loin des attentes de valorisation initiale, c'est déceptif pour tout le monde. Donc, on essaie vraiment d'éviter cette situation. En général, c'est quand vos
quand vous avez un client face à vous, il a fait appel à plusieurs banques d'affaires, il vous met en concurrence, c'est quoi les grands arguments que vous mettez de votre côté pour vous différencier? Ouais, la plupart du temps, on est quand même, on est mis en concurrence. En général, les prospects, quand ils s'adressent à des banques d'affaires, on leur demande leurs critères de sélection et très souvent, ça tourne autour de trois choses. La première, c'est le fit humain. Et ça, c'est dans, je pense, 100% des cas, la première chose qui est donnée par le client. Le deuxième, c'est le track record. Et le troisième, c'est la compréhension du métier. Donc, la première chose pour nous, pour répondre aux attentes en termes de fit, c'est de montrer de la motivation. Et la motivation, pour la montrer, il faut en avoir vraiment. Donc, nous, chez ICAP, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit très soigneusement les opérations sur lesquelles on décide de travailler et on se permet de dire non dans beaucoup de cas. Le but étant de, quand on choisit un mandat, d'être motivé à 200% pour aller au bout. Je comprends, c'est une bonne Ensuite, approche. pour la partie track record et compréhension du métier, excuse-moi de te couper, on a un atout dans notre manche qui est la spécialisation sectorielle. Chez ICAP, on est spécialisé sur l'écosystème tech et digital. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on va voir nos clients, on a une compréhension pas uniquement de leurs chiffres, mais aussi de leur métier, de leur business model et de leur écosystème. Et ça nous permet d'avoir des réflexes que les autres n'ont pas. On peut avoir également un réseau. On a un réseau qui nous permet aussi d'identifier assez rapidement, dès les premiers échanges avec nos clients, qui sont des acquéreurs potentiels à ce moment-là, avec vraiment une approche spécifique. Se dire, tiens, tel acquéreur potentiel en ce moment est en recherche d'opérations sur tel secteur, donc je pense que ça peut faire un fit. Voilà. Ça, c'est des choses qui nous permettent de faire la différence en général quand on est en phase de prospection. Ok, et du coup, comment vous, une fois que vous partez dans le processus, euh, donc vous avez la phase de documentation, vous allez récupérer. Est-ce que après la première partie, la phase de création de la documentation, un deal peut s'arrêter si vous estimez que l'entreprise n'est pas déjà prête? Oui, oui, totalement. Et c'est le cas. En ce moment, on a ce cas qui vient d'arriver. On a signé un mandat avec une entreprise il y a à peu près 2 mois de ça. On a beaucoup bossé donc sur la préparation, préparation de la documentation, préparation des chiffres et préparation de l'équipe. Et on s'est rendu compte avec la fin d'année qui approche que l'atterrissage allait pas être aussi bon qu'espéré. Euh, on a fait le choix d'alerter nos clients sur des difficultés potentielles, non seulement à atteindre leurs attentes de valorisation, mais à faire un deal, en D'accord. fait. Et donc, voilà, on les a alertés et on a pris, entre guillemets, le risque de leur conseiller de repousser le process pour atteindre leurs attentes. Le risque pour nous, c'est de se dire que nos clients peuvent ne pas nous écouter, peuvent tout simplement décider de bosser avec une autre banque d'affaires qui acceptera de lancer le process tout de suite. Donc on essaie d'être honnête là-dessus. Le but, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de déception chez qui que ce soit. On n'est pas toujours à 6 mois près. Et c'est quand même idéal quand on ne l'est pas. Évidemment, si nos clients nous avaient dit je suis à court de cash, il faut absolument que je fasse une opération tout de suite, bon, c'est un autre sujet. Mais là, on avait le luxe de pouvoir se permettre d'attendre. Et donc, on a conseillé à nos clients de le faire et ils nous ont écoutés. Donc, euh, donc oui, ça peut arriver. C'était une opération de vente ou c'était une opération de levée dans ce cas-là? LBO dans ce cas-là. LBO, d'accord. LBO, donc société rentable qui pouvait se permettre d'attendre. Ouais, donc on comprend que l'attente. Il y a beaucoup de risques à gérer dans les processus que tu nous as décrits. Aujourd'hui, vous avez une grille pour les anticiper au maximum. Comment ça se passe, ou comment vous accompagnez justement les entrepreneurs dans l'anticipation de ces risques-là? Ouais, bien sûr. Il y a énormément de risques, énormément de facteurs qui peuvent faire capoter une opération. Le fait d'avoir fait beaucoup de deals par le passé, ça nous permet d'avoir ce recul nécessaire et d'anticiper ces risques potentiels. Donc, il y a un travail qu'on fait systématiquement avant même de signer un mandat, c'est d'utiliser notre grille de lecture avisée, aguerrie, je dirais, pour essayer d'anticiper, identifier ces risques. Une fois qu'on les a identifiés, quand c'est des risques qui sont intrinsèques à nos clients, à la société de nos clients,
on va travailler ensemble, construire un argumentaire pour faire en sorte d'anticiper tout ça. Le plus important, c'est de pouvoir anticiper pour pouvoir se préparer et éviter de se faire déstabiliser, par exemple, par une question qu'on n'aurait pas vu venir, sur une faiblesse de la société qu'on n'aurait pas vue. Donc oui, notre travail vraiment dans la préparation, il est d'essayer d'aider nos clients à travailler le bon discours et à anticiper ces risques. Ensuite, sur un process, je pense que c'est quelque chose que tu as vécu quand on a bossé ensemble, François-Joseph, c'est le risque du timing. Plus un process s'étale sur une période de temps longue, et plus les risques de facteurs extérieurs qui viennent pénaliser le process existent. Ça me fait penser à une opération qu'on a faite également il y a longtemps avec des clients qui a beaucoup duré dans le temps. Il y avait un sujet de risque sur leur business. Le deal a duré à peu près 9 mois. Et ben pendant ces 9 mois, malheureusement, on a ce risque qui est devenu une réalité et qui a mis à mal la transaction. On a quand même réussi à closer, mais dans des conditions un petit peu plus difficiles. Je comprends. Et du coup, c'est quoi les facteurs clés de succès pour toi d'une opération réussie? Ouais, alors pour moi, les facteurs clés de succès, ça va être vraiment la préparation avant tout. Une des clés, c'est l'anticipation, comme je le disais. Donc, il faut vraiment arriver à connaître et à être très lucide sur les forces et les faiblesses d'une société pour pouvoir travailler le discours au mieux. Il n'y a pas de société parfaite, comme il n'y a pas d'humain parfait. Toutes les sociétés ont des faiblesses ou des risques. Le tout, c'est de savoir les anticiper et de travailler le bon discours. Ensuite, je pense des autres risques et quelque chose qui peut se travailler justement pour limiter le risque sur une opération, c'est de bien gérer le current trading. On a beaucoup d'opérations qui malheureusement vont s'arrêter ou ne pas aller au bout dans les conditions espérées à cause du current trading. Donc quelque chose qui est vraiment très important de faire correctement au départ, c'est de faire les bonnes projections financières. Si on veut vendre un business plan qui est trop vendeur et qu'on se retrouve au cours des discussions qui prennent un petit peu de temps à ne pas suivre son budget, il y a un effet qui est hyper déceptif pour tout le monde et qui peut faire tomber à l'eau des discussions. Donc, travailler bien en amont sur les projections financières et notamment celles à court terme, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, globalement, on en revient toujours à la même chose, la préparation. Ouais. Justement, aujourd'hui, tu estimes qu'il y a combien de pourcents de personnes qui vous approchent, qui sont correctement préparées et qui sont vraiment en état de rentrer dans le processus? Est-ce que c'est la majorité parce qu'on est dans un secteur tech qui a déjà suivi, dont c'est la tendance en fait de faire du M&A, ou est-ce que il n'y a pas forcément de différence entre un secteur tech et autres? Alors, oui, je pense qu'il y a une différence dans le secteur de la tech parce que beaucoup d'entrepreneurs qui créent des sociétés pour les revendre, donc ils font levée de fonds sur levée de fonds, puis exit, puis ensuite on repart à zéro. Donc je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont vraiment aguerris à ce type d'exercice. Après, on n'est jamais vraiment préparé à un process. Quand on est entrepreneur, on fait 1 million de choses en même temps, on a le nez dans le guidon et on prend rarement le temps de s'arrêter et se dire, OK, ma boîte aujourd'hui, c'est quoi? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Comment je veux la vendre? Donc non, je pense que personne n'est assez préparé à un process. Et au-delà de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la préparation, nous, il y a une chose qu'on fait chez ICAP et qui, je pense, a vraiment une valeur ajoutée qui est forte, c'est de mettre en situation nos clients avant de lancer un roadshow. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va organiser des rendez-vous entre guillemets blancs avec un fake acquéreur potentiel. Donc on prend toute l'équipe ICAP et notamment les personnes dans l'équipe qui sont pas sur le deal, donc qui ont une vision assez extérieure de la société. On fait venir nos clients et on les fait pitcher devant toute l'équipe. Et là, donc c'est comme un sparring avant un combat, hein. On lâche les coups, on pose toutes les questions qui font mal, on pousse nos clients dans leur retranchement. Et comme ça, ensuite, quand on arrive face à des vraies personnes qui ont un petit peu de respect, les questions en fait sont anticipées. On a déjà été amené à trouver un argumentaire, à s'entraîner à le dire, et en général, ça se passe bien. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment important. On a beaucoup de retours positifs de nos clients à ce sujet. Et assez souvent, alors on a déjà eu des clients qui étaient top dès la première présentation, mais c'est pas la majorité des cas. Et en général, entre la première présentation blanche
Et la dernière, il y a un écart qui est assez significatif. Je comprends. Et du coup, en fait, je dirais, tu disais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont aguerris parce qu'ils font le levée de fonds sur levée de fonds, mais du coup, des sociétés bootstrap qui veulent se vendre ou qui n'ont pas vécu avant d'événements capitalistiques, c'est quoi les grosses erreurs que tu peux observer chez eux ou les gros points de vigilance? Je dirais que c'est assez différent de travailler seul versus travailler avec des actionnaires. Quand on Oui. travaille seul, on porte pas forcément autant d'importance au reporting financier, que quand on a l'habitude d'avoir des fonds à son capital ou des business angels. Et en général, les entrepreneurs qui ont toujours fait seuls sans jamais ouvrir leur capital ont pas un reporting financier qui est à la hauteur des attentes de leurs futurs partenaires. Donc un de nos boulots aussi en tant que conseil, c'est de euh, préparer la donnée financière de façon à ce que quand on arrive face à des personnes qui vont poser les questions, on ait les réponses, enfin que le dirigeant ait les réponses et qu'il soit capable de sortir des chiffres rapidement. Il y a vraiment quelque chose qui est très peu apprécié, que ce soit des fonds ou des acquéreurs potentiels, c'est quand ils ont en face un dirigeant qui ne connaît pas ces chiffres. Et donc là, notre travail, c'est vraiment d'aider les dirigeants pendant la phase de préparation à rentrer dans les chiffres, à les connaître par cœur et à savoir les manier. Et ensuite, faire en sorte que, même post-process, les méthodes de suivi des KPIs, de suivi financier, continuent d'être utilisées. Donc très souvent, il nous arrive de créer des fichiers de suivi, par exemple, de fichiers clients ou de BP pour nos clients. Et l'idéal, c'est quand on se rend compte que des années après, ils continuent à utiliser ces fichiers-là. Dans votre process de préparation, vous rentrez dans l'opérationnel du client pour comprendre comment ça fonctionne, pour l'optimiser éventuellement, ou vous arrêtez plutôt aux chiffres financiers? Non, non, du tout, on s'arrête vraiment pas aux chiffres et je pense que c'est ce qui nous différencie de pas mal de banques d'affaires. Quand on a un scope généraliste, on peut pas connaître tous les business. Nous, notre force, c'est que on est vraiment spécialisé sur l'écosystème tech et digital. Alors, ça veut dire beaucoup de choses en termes de vertical métier. Pour le coup, on est assez agnostique, donc on travaille aussi bien marketing que la HR tech, que la fintech, etc. En revanche, on a une vraie spécificité, c'est qu'on s'adresse à peu de business models. Les business models qui reviennent le plus dans les opérations qu'on traite, c'est le SaaS, je pense en numéro un. Le deuxième, c'est les services B2B digitaux. Et le troisième, c'est tous les modèles transactionnels. Donc, on inclut là-dedans e-commerce, marketplace, etc. Et donc, ça nous permet d'avoir une connaissance qui n'est pas uniquement financière, mais aussi et surtout de l'activité du business de notre client. Dans les faits, on a fait aussi beaucoup d'opérations dans le marketing digital, dans les RH, dans la food tech. Donc, on a aussi cette approche sectorielle qui nous permet d'aller plus vite. Et au-delà de ça, toutes les sociétés avec lesquelles on travaille ont un actif technologique, ou quasiment toutes. Et vendre une société technologique, c'est avant tout vendre son actif technologique. Donc, si on veut être capable de le vendre, il faut tout d'abord le comprendre. Et donc, dans notre phase d'analyse, mais aussi dans les négociations ou dans les discussions qu'on a avec les acteurs potentiels, on parle avant tout business et tech. Justement, sur la tech, on a lu dans la presse que ces dernières années, c'était beaucoup plus compliqué, que ce soit pour les levées de fonds ou même pour le M&A qui n'avait pas forcément pris le relais encore dans les opérations. C'est quoi les grandes tendances que tu vois? Et Ouais, est-ce c'est que vrai déjà que tu partages ce constat? oui, oui, je partage ce constat. Alors, je le nuance, ça dépend des segments, je disais, du marché qu'on adresse. Sur la levée de fonds, effectivement, notamment la série A et la série B a pas mal souffert. On continue à avoir des levées de fonds sur la partie seed et sur les grosses scale-up qui continuent à lever des tours assez importants. En revanche, c'est moins vrai sur toute la partie cap dev, capital développement, sur la partie LBO, notamment parce que ces types d'opérations-là s'adressent aux sociétés rentables. Les sociétés qui ont le plus souffert au cours de ces dernières années, c'est les startups qui étaient en situation de cash burn. Pourquoi? Parce que les fonds étant un petit peu plus frileux, mettent un petit peu plus de temps à investir ou freinent un petit peu leurs investissements.
Donc, disons que les startups qui, oui, effectivement, brûlent du cash ont la vie dure un petit peu en ce moment. En revanche, toutes les sociétés qui, malgré la crise qu'on vit actuellement, arrivent à continuer à faire de la croissance et restent rentables, bah, elles sortent du lot. Donc, il y a encore beaucoup d'opérations sur ces modèles-là. Nous, chez ICAP, on travaille beaucoup avec les agences et les sociétés de services B2B digitaux, donc avec des ESN, bah, comme c'est le cas de Stardust, ou d'autres modèles, par exemple, de développement IA. Ces modèles de services sont intrinsèquement rentables et donc survivent un petit peu mieux à la crise qu'on rencontre actuellement. Donc nous, sur nos métiers chez ICAP, que ce soit le LBO ou le M&A sell side, on s'est toujours adressé à des sociétés qui étaient en croissance et rentables et qui, pour le coup, sont beaucoup moins affectées par cette tendance de marché. Alors c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises qui veulent faire soit des exits, soit des levées de fonds, mais qui n'ont pas encore atteint cette rentabilité, ça devient plus compliqué euh, de nos jours. Enfin, déjà, je pense assez comme toi. Effectivement, c'est ce que j'ai pu voir sur les différents dossiers sur lesquels je suis intervenu ces derniers temps en tant que conseil. Euh, Toi, par rapport à ton expérience qui est beaucoup plus large que la mienne, quelles sont les grandes erreurs que tu as observées en termes de préparation chez les entrepreneurs euh, qui pouvaient à un moment ou à un autre faire capoter un dossier? Les plus grandes erreurs, Ou les erreurs qu'on retrouve le plus souvent? le manque de préparation. Euh, je pense que le manque de préparation, enfin, on en a parlé déjà plusieurs fois aujourd'hui, mais c'est peut-être la chose qui revient le plus. Euh, Avoir des attentes de valorisation qui sont trop élevées, j'en ai déjà parlé également, mais c'est vraiment ouais, assez souvent ce qui peut poser problème pendant un process. Euh, Alors, je reformule ma question d'une autre façon. C'est quels sont les points de vigilance qu'un groupe peut avoir et qui peuvent choquer le plus un entrepreneur? euh, Ce qui peut le plus choquer un entrepreneur, je pense que pendant la troisième phase du process, qui est la négociation juridique, euh, c'est là où les entrepreneurs, en général, ont le moins de connaissances, puisque ça sort vraiment de ce qu'ils savent faire. La partie autre chose, c'est quand même très commercial, donc en général, tout ce qui est négociation, quand on est à la tête d'une boîte, on maîtrise. Mais la négociation juridique, les entrepreneurs apprennent plein de choses. Et donc, à ce moment-là, je parle notamment sur la partie VC, il y a beaucoup de clauses qui sont assez market practice chez les fonds et qui parfois font sauter au plafond les entrepreneurs, notamment les fameuses liquid pref ou toutes les clauses ratchet et autres qui peuvent paraître pas justifiées pour beaucoup d'entrepreneurs, mais qui sont vraiment market practice chez les VC. Ils ont réussi à imposer ce type de clause dans tous les pactes d'actionnaires. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des entrepreneurs qui tombaient de leur chaise à ce moment-là. Et est-ce que tu juges que les entreprises en général sont assez préparées sur les aspects RH post acquisition? Alors, je pense aux aspects RH, c'est une chose qui est certaine, mais quand un processus d'acquisition va arriver, on sait qu'il va y avoir une intégration. Vous accompagnez vos clients aussi sur cette partie-là, ou en tout cas leur faire prendre conscience qu'il va y avoir des changements? Mm. Mais encore une fois, je pense que ça fait partie de la préparation en amont. Quand un des points clés, quelque chose qui est vraiment regardé par les acquéreurs ou les investisseurs au moment de faire une opération, c'est est-ce que j'ai une structure de management qui est assez solide et qui permet de réduire la dépendance de la société à ses fondateurs. Euh, Dans les opérations qu'on fait, il y a toujours une phase de transition dans laquelle les entrepreneurs s'inscrivent, plus ou moins longue. Parfois, c'est très long quand les entrepreneurs y trouvent leur compte, mais la plupart du temps, ça tourne en général quand même entre 18 et 36 mois. Euh,
les acquéreurs et les investisseurs ont quand même besoin à terme d'avoir une structure qui continue à tourner, notamment sur les business de services. Mais pas que, hein, mais sur les business de software, c'est à peu près la même chose, dans une moindre mesure. Mais donc, la partie RH, elle est scrutée par ces acteurs-là dès le début. C'est est-ce que j'ai les généraux, est-ce que j'ai en interne les personnes nécessaires pour faire une bonne transition. Donc nous, c'est quelque chose qu'on travaille dès le début avec nos clients et on s'assure toujours d'avoir en interne les personnes qui sont identifiées pour réfléchir à la suite. Si c'est pas le cas, on trouve des solutions. C'était, j'allais dire ça, voilà. Et du coup, le processus, c'est un processus qui est quand même, à mon avis, pour l'avoir vécu, quand même extrêmement émotionnel. Vous, en tant que banque d'affaires, comment vous êtes amené à gérer toutes ces émotions? Comment vous préparez, et je parle du cas général, pas de mon cas particulier, comment vous intervenez pour piloter et gérer ces émotions? On a eu un précédent interviewé qui nous a dit effectivement que plein de fois il avait pensé que ça allait pas aller, mais que c'était en discutant avec vous qu'il avait été rassuré. Euh, Comment vous vous positionnez pour cette gestion émotionnelle? Oui, bah, c'est très juste hein, ce que tu dis. Les process durent en moyenne 6 mois. Euh, on est en contact téléphonique, visio, rendez-vous physique, au moins une fois par jour pendant toute la durée du process. Et quand on arrive à la fin, beaucoup plus qu'une fois par jour. Donc on crée un lien qui est très fort avec nos clients. D'autant plus que on travaille assez souvent, enfin là, dans 95% des cas, avec des dirigeants qui sont les fondateurs de leur société. Donc il y a un aspect émotionnel pour eux qui est très fort. C'est leur bébé, ils l'ont construit, ils ont investi beaucoup d'énergie, ils ont fait des sacrifices pour que la société devienne ce qu'elle est. Donc il y a cet aspect très émotionnel. Pendant un deal, il y a toujours des hauts et des bas. On sait jamais un long fleuve tranquille. Et donc, on a un rôle qui est hyper important là-dessus, puisque nous, on a ce recul nécessaire qui nous permet de gérer nos propres émotions, parce qu'on en a aussi pendant les deals. Mais on a vraiment ce rôle qui est hyper important de gérer les émotions de nos clients dans les conversations quotidiennes qu'on a avec eux pour faire en sorte qu'ils tiennent le coup. Parce que, oui, bah, en général, c'est des deals qui sont game changers dans la vie de nos clients. Donc, ouais, il faut savoir le gérer. Parfois, on dit qu'on est un peu le psy de nos clients pendant une période. Quel conseil tu donnes justement à un dirigeant pour se préparer personnellement à vivre ce processus? Bah, tout d'abord, se faire accompagner. Euh, non, c'est réfléchir, je pense, commencer à y réfléchir vraiment en amont. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actions à entreprendre en amont pour faire en sorte d'être prêt le jour J. On peut pas, en tant qu'entrepreneur, connaître tous les tricks. Donc, ouais, parler avec des personnes qui l'ont déjà fait, parler avec des conseils et se préparer au mieux pour être vraiment prêt le jour J. Et c'est quoi pour toi ce qui permet de justifier que tu as bien fait ton travail et je dirais comment tu quantifies votre succès et la qualité de votre travail sur une opération? Un client qui nous recommande, en général, c'est un bon marqueur. Ouais, c'est pas faux. Je comprends. Alors, on Est-ce travaille vraiment sur que un métier. Les entrepreneurs, ouais, quand ils ont terminé une opération, en général, ça fait un petit peu de bruit dans la presse, etc. Donc, beaucoup de discussions autour de ça. Et quand effectivement un entrepreneur dit du bien de nous, c'est la meilleure des récompenses. On se donne vraiment, vraiment à fond sur nos deals avec un modèle qui est largement à la performance pendant des mois. Donc, on prend des risques. Et ouais, la meilleure des récompenses, c'est de voir un deal qui se passe dans de bonnes conditions avec des clients qui sont satisfaits du boulot et qui en parlent. comment tu conseillerais un entrepreneur et pas forcément justement tech digital? Tu as parlé du fit humain tout à l'heure, pour qu'il choisisse bien sa banque d'affaires. Qu'est-ce qui fait au-delà du fit, il y aurait des critères de sélection d'une banque d'affaires plutôt qu'une autre? Est-ce qu'il y a la taille Il du faut que deal? Est-ce qu'il y a l'aspect technique? Est-ce qu'il y a l'aspect international? Je pense que le plus important, c'est que la personne en face de l'entrepreneur comprenne son métier.
On peut pas vendre une société si on comprend pas les enjeux, ses forces, ses faiblesses, sa techno, et cetera. Donc, avoir quelqu'un en face qui comprend son métier, ça c'est crucial et ça en général, ça vient quand on a fait déjà des opérations dans le secteur. Et ensuite, ce que tu disais sur la taille, c'est très juste. Souvent les entrepreneurs, aiment bien avoir, le gros nom, comme banque d'affaires. Alors effectivement, c'est souvent, très bien. Mais si on va taper une banque d'affaires qui est, mal dimensionnée par rapport à la taille de son opération, ça fonctionne pas. Et pareil à l'inverse, hein, si on prend une société qui est, enfin une banque d'affaires sous-dimensionnée, ça risque de créer des problèmes aussi. Dans un cas, si on prend une banque qui est surdimensionnée, on va être le petit deal parmi tant d'autres qui va être géré, heu, par, les stagiaires ou les juniors. Hem et en général, bon, ben, c'est pas ça qu'on attend. À l'inverse, si on donne, un mandat, beaucoup trop gros à une banque d'affaires qui a pas l'habitude de gérer ça, elle aura pas forcément le bon réseau, elle aura pas l'organisation interne, les équipes pour supporter la charge de travail. Donc c'est très important d'aller chercher des personnes qui sont dimensionnées pour bosser et se mettre à 200. C'est toujours une histoire de motivation et d'énergie à la fin. Ouais. À la fin, quand le process est terminé, vous continuez d'accompagner vos clients comment? En créant, enfin en gardant du lien. Comme je le disais tout à l'heure, on passe beaucoup de moments et des moments assez forts émotionnellement ensemble. Donc, en général, c'est même pas un boulot, c'est de l'humain, quoi. On aime bien garder, prendre des nouvelles de nos clients, savoir un petit peu ce qu'ils font après. En général, enfin, ça arrive quand même très régulièrement que nos clients, repartent dans l'entrepreneuriat assez vite, soit en montant des sociétés, soit en rejoignant des grands groupes. Donc, après un exit, l'histoire est rarement terminée. On continue, d'établir des relations assez fortes avec tous nos anciens clients. Est-ce que pour toi, là, dans l'interview, il y a des points qu'on n'a pas abordés, que tu aurais aimé aborder? Non, je pense qu'on a fait un bon tour, on a fait un bon tour sur les sujets, que j'avais en tête. Heu, Bon, j'ai une question, qui est la question de conclusion qu'on pose à tous nos invités. Je vais la poser différemment, à t pour toi, mais pour toi, c'est quelles sont les qualités nécessaires et indiscutables pour qu'un entrepreneur, en fait, réussisse à traverser cette phase de processus d'adossement ou de levée de fonds? hem, Qualité humaine, commerciale, je dirais, parce qu'avant tout, on va vendre une histoire à des personnes qui sont en face de nous et qui ont envie d'y croire. Donc c'est qualité humaine, qualité de pitch, savoir être convaincant, savoir être impactant. Je pense que c'est la première des qualités. Hem, Deuxièmement, c'est s'investir. Parfois, il nous arrive d'avoir des clients qui malheureusement pensent qu'en prenant une banque d'affaires, ils auront pas grand-chose, à faire eux-mêmes. Alors on les décharge au maximum de toutes les tâches, auxquelles ils sont pas pour lesquelles ils sont pas essentiels. Mais on peut pas tout faire à leur place. Donc je dirais que l'investissement est vraiment important. Tu vois? Typiquement, quand on est en rendez-vous, hem, si dès qu'un fonds, par exemple, pose une question financière, c'est le banquier qui répond, en général, c'est pas hyper bien vu. Donc il faut vraiment que l'entrepreneur soit hands-on, connaisse ses chiffres, connaisse, toute la documentation qu'on l'a aidé à produire. Donc vraiment un investissement qui est fort. Hem Et ensuite, je pense une ouverture d'esprit. Il faut savoir, sortir un petit peu de son confort. Quand on est entrepreneur, notamment si on a personne à son capital, on a l'habitude de faire des choses de telle manière, et on n'a pas forcément envie d'en changer. C'est un peu le principe de travailler à son compte. Mais quand on se met dans une démarche, d'exit ou de levée de fonds, bah, on vient s'associer avec des personnes qui ont pas forcément la même façon de faire. Et si on reste, dans sa zone de confort, en général, le match fonctionne pas bien. Donc il faut arriver, à se mettre à la place des autres, comprendre les enjeux de la personne qu'on a en face de soi, et essayer d'y répondre au mieux. J'aurais en fait, une question là qui m'est arrivée en t'écoutant, mais du coup, c'est quoi le pire défaut de l'entrepreneur de la enfin, qu'est-ce qu'un groupe va juger comme étant le pire défaut d'un entrepreneur quand il fait un processus d'acquisition?
Je pense que le pire qu'on puisse voir, c'est quelqu'un borné, qui se remet pas du tout en question et qui a trop de certitudes. Voilà. Je pense qu'il y a Donc, pas ouais, c'est peut-être le premier red flag que peut voir un acquéreur potentiel. intéressant. Donc, avoir une vision, mais pas être borné sur sa vision, en fait. Et vendre Ouais, tout à l'ouverture de sa vision. Bon, bah, c'est fait. une bonne Yes. conclusion. Écoute, Paul, je te remercie d'avoir pris le temps de partager avec nous ton expérience. Où est-ce qu'on peut te contacter et comment les auditeurs peuvent contacter ICAP? Alors, bah, pour nous contacter, il y a une adresse contact sur le site internet d'ICAP Partner. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes, on y répondra et on sera réactif. De mon côté, c'était, très agréable aussi de faire cette interview. Merci beaucoup, à toi François-Joseph pour ça. Bah, avec plaisir. Et puis surtout, à très bientôt. Et pas en Yes. visio. À bientôt. Salut.